Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 actuel, les joueurs qui ont le plus de pression cette saison. C'est lundi. Ouais. Ça reprend les lundis. Boum. La reprise. Petit sujet tranquille, sans débat. Pour démarrer la saison comme on l'aime, c'est-à-dire dans les larmes et le sang. Vous savez qu'on adore ça, toujours, avec Alex. Et oui, ce sont les lundis et on reprend évidemment dans la joie et la bonne humeur avec notamment du top 10, du top 10 actuel et du top 10 all-time. Ouais. Comme d'habitude, vous allez pouvoir nous balancer toutes vos suggestions. On est très content de reprendre cette saison entièrement avec les lundis. Ouais, les lundis c'est reparti. La saison NBA, elle a que quelques jours dans les pattes, hein, mais on a déjà vu 2-3 petits trucs bien sympathico. Absolument. Vous le savez, on va vous débriefer tout ça. Voilà, il y a moyen qu'il y ait des conclus bien analysés finement de manière hâtive qui arrivent bientôt. Expertise, tout ça, vous connaissez les classiques. Et donc, on vous laisse vous installer. Comme d'hab, on fait les rappels. On va faire une semaine un top 10 actuel et une semaine un top 10 all-time. On vous a prévu une très belle grille de programme là encore sur tous les lundis. Donc, on va se régaler où que vous soyez. Comme d'hab, on fera les petits rappels. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on mange, etc. Avant de présenter le sujet, on fait quand même notre petit point habituel. On repart aussi ces lundis cette saison avec les poteaux de Decathlon et avec un joueur qui va quand même avoir un petit peu de pression. Mesdames et messieurs, Alex Sarr, qui a sa propre paire que Alex va montrer à l'écran. Attends, les lacets, ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Je te laisse. Pendant que tu décroches, je ne pas faire ça, parce que pour jouer au basket... Ça peut être compliqué. Ouais. Vous les savez, les poteaux de Decathlon, ils sont avec nous encore sur les lundis parce qu'ils aiment le meilleur jour de la semaine. La Canaveral 900 mid qui est disponible encore chez Decat. Elle est en bleu. Tu l'as ici dans les mains. Magnifique. On l'a en noir ici. Franchement, c'est une basse. Oui. Hein, bien légère, je trouve. J'aime bien le design. Ça fait le boulot. Ouais, ça fait grave le boulot. C'est bien réussi. Et puis bon, on parle quand même d'un coloris signature de chaussures d'une marque française portée par un Français en NBA. Disons les termes, parle en français. C'est quand même propre. On a un joueur qui porte une marque française sur un parquet de NBA. Donc si vous êtes curieux évidemment, vous savez on en a déjà pas mal parlé, eh bien elle est dispo. Là je vous le remontre évidemment, la Canaveral 900 000. Et puis le prix, tu as vu, on le voit à l'écran. Tout à fait. 90 balles. Tout à fait abordable. Genre en termes de rapport qualité-prix, je crois que c'est bien positionné. C'est tout à fait bien et pour ceux qui veulent la punchline, vous irez juste comparer avec les paires de pompes de Jaylen Brown qui a lancé sa propre paire et le premier chiffre, c'est pas un 9, c'est un 2. Voilà, on pourra en reparler. Quoi ? Mais c'est quelle marque ? Bon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Quand même. Mais peut-être que Jaylen Brown aussi il aura un petit peu de pression évidemment cette saison. On va vous expliquer justement la thématique de ce top 10 actuel. Alors, la saison, elle démarre et on va faire les conclusions hâtives. Vous savez que lorsqu'on approche des playoffs, souvent on a dit « Oulala, qui a la pression ?» Mais on discutait avec Alex là et on se disait « Là, on a fait les previews, on a fait les Girard d'Or. » Mais concrètement, au moment où la saison la démarre, c'est ça. Quels sont les joueurs ou membres de la NBA qui ont vraiment le siège un peu chaud sous les fesses ? Ouais, on parle de joueurs. On va pas être sur des équipes. Non. On va pas... Forcément, à moins que Bastien nous ait réservé des surprises, mais on n'est pas sur des coachs. On peut, mais on est a priori... Tu connais la wildcard, c'est toi qui as installé la wildcard. Oui. Moi, je vais peut-être vous mettre un petit duo. Tiens. Non, je déconne. Mais concrètement, des joueurs qui ont la pression, ça peut être pour plein de raisons. Oui. Les critères, c'est plein de raisons. T'as la pression parce que en fait, ça fait 2-3 années que tu progresses, mais là cette année, on t'attend un peu. Genre, est-ce qu'il est All-Star, est-ce qu'il est pas All-Star, est-ce que c'est quoi comme type de joueur ? Tu peux avoir la pression parce que ça fait des années qu'on dit cette année ils vont tout casser en playoff et puis t'es pas super au rendez-vous. Il y a la pression des dineros, de la plata. Tu peux avoir la pression parce que tu viens de signer un gros contrat et puis va falloir. Va falloir assumer. Tu peux avoir la pression parce que ça fait 3 saisons qu'on compte sur toi et puis en fait t'es blessé au mauvais moment. Absolument, il y a de la pression parce que la hype est énorme autour de toi ou bien que tu es bientôt en fin de carrière et comment se passe ta fin de carrière ? Ouais, tout à fait. C'est la pression ça aussi. Tu peux avoir la pression parce que t'as un potentiel de dingue. Quand t'es sur le terrain tu casses tout, mais comme tu te blesses un peu trop, il y a carrément des équipes qui commencent à se dire est-ce que vraiment tu peux baser ton équipe autour de un tel ? Donc cette saison est une occasion
de montrer ce que tu vaux. Bah, bref, voilà. Qui a le plus la pression là au démarrage? Là, on est au démarrage de cette saison. On va pas se baser sur ce qui s'est passé dans les quelques matchs qu'on a pu voir. Non, c'est sûr. On est au global. On est au global. Alors évidemment, on essaie de se compléter. Avec Alex, on n'a pas regardé nos 10 différents, mais si on n'a pas forcément les mêmes... Il va y avoir des joueurs en commun, logiquement. Il va y en avoir, mais si on n'a pas en commun, sachez que moi aussi, pour essayer d'apporter d'autres noms, je m'attends, connaissant les takes d'Alex aussi parfois, je m'attends à certains joueurs. Je suis prévisible en fait. Ben non, mais du coup, il y en a où je me dis, si on se répète, je vais peut-être tenter 2-3 pistes, tu vois, ça peut être intéressant. T'as raison. Et donc, on vous attend évidemment dans les commentaires avant de démarrer, évidemment avec nos mentions honorables. On vous pose la question fatidique, car la NBA reprend ses droits, ça fait la 15e saison, 13e saison avec Trash Talk, et le lundi, on se pose la question du peuple. Qu'est-ce qu'on mange, Alex, pour démarrer cette saison ? Je suis allé à Londres il n'y a pas longtemps. Alors, on va se faire un petit fish and chips. Allez. C'est pas du tout mon plat préféré, mais une fois de temps en temps, c'est rigolo. Bien sûr. Petit fish and chips, voilà. Vinaigre sur le poisson ou pas? Parce que parfois ils le font un peu. Non, pas trop. Jus de citron? Ouais, jus de citron pourquoi pas, mais surtout du ketchup, de la mayo. Fish and chips quoi. Oh. Fish and chips, oi mate. Voilà. On retourne au chantier. Exactement. C'est magnifique. Au pub là, avec un petit fond d'odeur de bière impeccable. Voilà, une petite Guinness derrière, un petit quelque chose, un truc simple quoi pour démarrer la journée. Évidemment, c'est important de redémarrer la saison avec tout ce qu'il faut, donc kebab, sauce algérienne, on fait ça bien comme il faut, toujours la santé, c'est important. Faut du gras pour démarrer la saison. Du gras on est en automne, et comme on le dit souvent, les légumes et les fruits de saison, donc on parlera de butternut et de potimarron la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai pris un plat sans légumes, pas fait chier avec les saisons. Voilà. Manquerait plus que. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Moi, Sénateur, évidemment, on a une tablette qui est ici. Pareil pour ceux qui se posent la question, vous inquiétez pas. Question d'agenda, on est ici dans les canapés, on sera de retour dans les poufs. Ça va tourner. Vous connaissez les classiques. Alors, avant de mettre un nom numéro 10, on peut peut-être s'accorder une petite mention honorable. Allez, il y a un nom là auquel t'as pensé, tu t'es dit, quand même. J'ai 2-3 noms qui sont pas rentrés dans mes 10, mais alors ils ont quand même une belle petite pression cette saison. Ouais. Notamment un joueur qui est encore jeune, qui peut encore prouver beaucoup de choses, mais qui a aussi la pression parce qu'on connaît ce genre de profil et il y a des chemins où le chemin l'emmène vers une bonne carrière, mais l'autre chemin l'emmène... Oula. Pas en NBA, tu vois, non, pas tout de suite, mais t'es dur avec Tyler Hero. Non, je pense à Scoot Anderson. Ah oui, après il a quand même été drafté en 3. Oui. Il y a donc il va rentrer dans sa 3e saison. Ouais, c'était la draft de Wemby et le numéro 2 c'était Brandon Miller. Scoot Anderson, mine de rien, on en a parlé un peu pendant la preview des Blazers. Chauncey Billups a essayé là, de lui trouver un rôle un peu genre de hybride 6e homme avec du temps de jeu, mais à la main pure, on sait pas trop. Au poste 2, là quand même il y a Shaedon Sharpe, on verra ce que donne Shaedon Sharpe, mais il y a quand même un autre joueur qui est là et tout. Ils ont pris Jrue Holiday à la main, qui est un meneur d'expérience défensive qui, sur le papier, fit assez bien en termes de profil avec un mec comme Shaedon Sharpe. Et donc Scoot Anderson, je pense qu'il va avoir du temps de jeu, au moins en début de saison. Mais qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Est-ce qu'il est capable de progresser en réussite au tir? Est-ce qu'il est capable de montrer que son bon gros physique lui permet d'être un bon défenseur à côté de Jrue ou à côté de Shaedon Sharpe? Est-ce que Scoot Anderson, qui est numéro 3 de draft, pour lequel moi j'étais très hypé et tout, c'est vrai que là, son manque de shoot et parfois son manque de qualité de décision aussi lui font beaucoup de tort, et moi je pense qu'il a le potentiel pour rester longtemps en NBA. Vraiment, je le pense. En revanche, parfois, quand je le vois jouer, je me dis, putain, merde, est-ce que ce mec va réaliser ce potentiel? Bien sûr. Et donc, oui, il y a de la pression à moindre mesure. On n'attend pas de lui d'être un franchise player. Les Blazers sont clairement pas en train de construire autour de lui. Non. C'est quand même un sujet. Genre, non seulement les Blazers sont pas en train de construire autour de lui, Bastien, mais en plus, il va être backup. Si tu prends le staff de Chauncey Billups, là, tu leur dis, bon... c'est quoi votre hiérarchie? Non mais c'est quoi votre hiérarchie? Les types, ça se trouve, ils vont te citer 4 ou 5 gars faciles avant Scoot. Déjà, il sera pas titulaire là sur ce qu'on voit sur le début de saison. Donc non, c'est sûr. C'est chaud. C'est sûr. C'est très très chaud. Donc je pense que il fait partie des joueurs qui ont la pression. C'est un jeune joueur, donc tu vois, il rentre pas dans mes 10 parce que
jeune, seulement 3e saison, et ça se trouve, va y avoir une breakout season, et tant mieux, mais il faut pas trop que ça tarde, la breakout season. Je suis bien d'accord. Alors évidemment, on le sait, il y a une pression globale sur nos amis les Cavs, et j'ai juste une petite mention honorable. Certains se disent, oh là là, c'est qui, mais moi, j'avoue que monsieur Evan Mobley aura un petit peu de pression sur lui, sur ses épaules cette année. Ouais, bien sûr. Mais pour une raison qui est simple, c'est que le joueur, lui, on parle souvent, tu sais, des Jarrett Allen et des Darius Garland. Très bien, eux vont avoir la pression parce que potentiellement, il y a un transfert, ça ne fait pas le travail. Mais la vraie pression, moi, je trouve, sur Evan Mobley en tant que potentiel franchise player, parce que c'est ça dont on parle, c'est un niveau déjà de pression supplémentaire sur les épaules d'Evan Mobley. Premièrement, il ne peut plus se cacher derrière les Donovan Mitchell et les autres garçons. Non, c'est pas l'intention, c'est pas l'intention. Deuxièmement, il y a des attentes de progression offensive d'Evan Mobley. Et on va se retrouver dans des situations de playoff où on va dire, bon, on connaît Donovan Mitchell, on sait qu'il peut faire des big time games et scorer comme il faut, mais est-ce que Evan Mobley est un joueur qui va bientôt rentrer, comme je le pense parce que je suis très très chaud sur lui, dans une discussion potentielle de MVP, c'est-à-dire un des meilleurs défenseurs de la planète et un très fort attaquant dans une équipe à 60 victoires. C'est pas... quand il se réveille le matin, il joue pas le play-in, Evan Mobley. Non, je te confirme. Donc ça veut dire que même si c'est très agréable, il y a un peu de pression. Et donc du coup, il y a de la pression. Souvent, on parle de Darius Garland et de Jarrett Allen, et moi je comprends que ça peut être la pression pour eux, mais Evan Mobley, là, beaucoup de gens dans la conférence Est et dans la NBA se disent, est-ce que c'est lui bientôt le meilleur forward de la NBA derrière, en tout cas le meilleur ailier fort derrière Giannis Antetokounmpo, parce que le potentiel, tu en parlais avec Swan Anderson, est là. Et donc Evan Mobley, on va voir si t'es un mec qui devient soudainement All-NBA, absolument injouable des deux côtés du terrain, ou est-ce que on va se dire peut-être que c'est pas aussi fort que ça offensivement, auquel cas la pression sur la suite du projet Cavs, elle va être énorme. J'avoue, je comprends ce que tu dis. Après, je pense qu'il est quand même. Moi, tu vois, je l'avais même pas dans mes mentions. Je pense qu'il est quand même aussi. Moi, j'avais pas scout. Il a une petite protection niveau pression. C'est que cette pression aux Cavs, et c'est aussi une de leurs forces, et ils doivent apprendre à l'exploiter, c'est que cette pression se répartit forcément sur plusieurs épaules. Genre, par exemple, demain, si les Cavs font encore une grande régulière, mais que ça chie en playoff, que ce soit pour des raisons de blessure ou autre, il y aura peut-être d'autres gars, il y aura peut-être Mobley qui sera pointé du doigt, mais il y aura peut-être Mitchell, ou peut-être qu'on dira ça y est, il faut trader Jarrett Allen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs types de calibre All-Star. L'année dernière, Garland était All-Star, Mitchell était All-Star, Mobley était All-Star, pas Jarrett Allen, je crois. Non. Voilà, mais donc, tu vois, genre, du coup, je trouve que ça dilue un peu la pression, mais je suis d'accord avec toi, on l'attend. Si on commence à avoir des Paolo Banchero, des Jalen Johnson et d'autres forwards qui passent devant, on va revoir cette séquence et on va se dire en fait c'est peut-être pas le deuxième meilleur ailier fort de la conférence Est, mais c'est peut-être le 6-7e. Et là, la pression elle est élevée. Non, je suis d'accord, je comprends. Si Paul George fait une meilleure saison que Evan Mobley au poste 4. Est-ce que Paul George sera mentionné dans cette vidéo? Il a déjà un drop là maintenant. Est-ce qu'on poserait pas tout de suite un numéro 10, mon cher Alex? Allez, on y va. Ouais, on arrête pour les mentions parce que sinon on va se spoiler. Tu as complètement raison. Allez, du coup, moi je suis la règle de Alexinator. En 10, c'est la wildcard. Et donc, oui, je me suis permis un petit truc, mine de rien, tout sympathique. Je me disais, mais attends, il y a des gens qui ont la pression chez les Knicks. Mais est-ce que ce serait pas Mike Brown, qui aurait pas mal de pression cette saison? Alex nous a dit monsieur James Harden, en place numéro 10, parle-nous du barbu. Je l'ai mis en 10, dans le sens où quand on a préparé ce top 10, j'ai fait ma liste de mecs auxquels je pense tout de suite, et Harden n'est pas tombé tout de suite, mais après en fouinant un peu, en faisant un peu, genre tu sais, équipe par équipe, qui a la pression dans chaque équipe, tu vois, si tant est qu'il y a des gars qui ont la pression dans les équipes. Quand j'arrive aux Clippers, tu penses à Kawhi naturellement. J'allais dire, est-ce que c'est le joueur des Clippers qui a le plus la pression? Eh ben, j'ai l'impression que oui. Et ah ouais, plus que Kawhi? Oui, dans le sens où, regarde, je vais t'expliquer dans quel sens je pense. Harden là, il a montré l'année dernière, il a fermé de la bouche, il a montré niveau All-Star, un des meilleurs passeurs de la ligue, un créateur, machin et tout. Ça s'est pas hyper bien passé en playoff, encore. Un classique. Dans le sens où, genre, sur la série en 7 contre les Nuggets, il a fait quoi? 3 bons matchs, 2 matchs de merde, dont un choke, enfin, tu vois ce que je veux dire? Encore. Ça fait chier. Et Kawhi, bien sûr qu'il a la pression, Kawhi. Sauf que Kawhi, il a quelque chose que Harden n'a pas, c'est qu'il a déjà des putains de bagues. Et Harden, pour moi, ce qui me fait chier et ce qui fait qu'il a la pression, c'est que
il est plus en train de se diriger vers le top 10 des monstres sans bague. Ah oui, je te confirme. Bah ouais, que vers le top 20 all-time. Oui. Et ça me fait chier parce que c'est un MVP, c'est un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps. Bien sûr. C'est un créateur de malade. Et donc ça, c'est de la pression. Le truc, c'est pourquoi je le mets que 10, parce que j'ai cette sensation, c'est marrant, j'en parlais avec Simon, mais cette sensation que j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. Mais oui, c'est pour ça, moi je pense donc, que du la coup, pression... je le mets 10. Mais alors, il est attendu. Il est attendu, fort. c'est sûr, mais c'est pour ça que j'allais te poser la question. Moi, Il y a c'est de marrant. la pression sur lui. Je me suis dit, c'était Kawhi le mec qui a le plus de pression. En fait, j'ai failli mettre une wildcard Harden Kawhi ici en 10. Je pense que si ça foire, les gens vont plus dire oh bah Harden 1 et 1 font 2, il s'est fait caca dessus, et Kawhi ils vont se dire bon c'est définitivement une fraude. Et peut-être qu'il s'en fiche de son héritage legacy, j'aime pas ce mot et tout, mais dans 4-5 ans, nous, quand on va actualiser le top 10 des monstres sans bague, pas de pression. Clairement, on va être là. Et si Harden, tu vois, le soleil se lève à l'est, Harden a fait une carrière formidable. Mais non, mais oui, c'est vrai qu'il a quand même de la presse, le barbu. Je pense qu'il y a de la pression, surtout dans ces Clippers qui se sont renforcés et tout. Bah, surtout qu'on a dit dans la question de la mort de la preview des Clippers, c'est peut-être le dernier run, donc c'est là maintenant que ça se passe. Donc, moi, je trouve qu'il y a de la pression sur les Clippers et cette pression va quand même être pas mal sur Harden. Tout à fait. Et peut-être qu'il s'en fout un peu, mais je pense pas qu'il s'en fiche tant que ça, parce que le nombre de fois où dans des moments importants, il n'a pas forcément été au rendez-vous, c'est bien que la pression doit le toucher quand même. Absolument. J'ai mis Monsieur Mike Brown. Je réfléchissais aux Knicks, Alex. Je me disais, attends, bon, oui, on va attendre. Tu nous as pas mis Karl Anthony Towns. On va attendre Karl Anthony Towns, on va attendre Michael Bridges. Mais je regardais, je me disais, mais non, mais le mec qui a le plus la pression quand même, c'est Mike Brown. On est sur une. On a dit question de la mort, c'est la saison la plus attendue à New York depuis 30 ans. Bon, déjà, cadeau. Hein, ça, c'est cadeau. Il vient d'arriver. Au calme. Nouveau coach. On a souvent, et à juste titre, critiqué Tom Thibodeau pour ce qu'il arrivait à faire et arrivait à ne pas faire, notamment dans sa gestion d'effectifs sur toute la durée d'une saison. Ouais. Mais donc là, c'est censé, on va pas se mentir étant autour du pot, le move Mike Brown là, c'est le move qui est censé faire passer le jump des Knicks. Normalement, c'est pas l'effectif. Normalement, j'adore Gershon. Les Pacers ne doivent plus être un problème. Voilà, et les Cavs. Voilà, et ça glisse. Et ça glisse. Hein. Ouais. Et le donc, Magic. Je crois que dans les additions des Knicks, là, en effet, on a bien souligné le fait que Gershon, Jordan Clarkson, il y avait des améliorations là-dessus, mais l'homme qui doit faire mieux que Tibbs, c'est pas Jalen Brunson, c'est pas Karl Anthony Towns, c'est pas Spike Lee, c'est Mike Brown. Ça veut dire... Comment va-t-il utiliser ces line-up? Quand on a discuté tous les deux avec passion, je vous invite à revoir la preview des Knicks sur Mitchell Robinson défensivement avec Karl Anthony Towns. Comment est-ce qu'il va gérer la pression médiatique de New York? Parce que Sacramento c'était sympa, mais Mike Brown j'ai déjà vu à gérer Los Angeles avec 2-3 stars et de la pression. Ah, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Mais il a mûri depuis. Et il a mûri. Et moi, j'aimais bien quand tu disais il a mûri et qu'il faut lui laisser un petit peu cette chance, parce qu'on va donner cette chance à Mike Brown. Mais attention, s'il y a bien un homme qui doit faire mieux que finaliste de conférence et top 2 de la conférence Est, c'est lui. C'est pas les joueurs. Brunson, Kat, ils ont fait leur saison. Mikal, on l'attend un petit peu parce qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau de son jeu. T'en parlais en tant que Girardor, je crois, de Mikal. Et puis bon, OG et les remplaçants, on va pas dire que c'est de leur faute si la saison des Knicks est éclatée. Là où je te suis, grosse pression sur Mike. C'est que si les Knicks font moins bien, ce qui est pas non plus impossible vu qu'ils ont fait une très belle saison l'année dernière. Si les Knicks sont moins bien, sauf s'il y a, j'en sais rien moi, Brunson qui a raté 50 matchs, tu vois, sauf s'il y a une grosse blessure comme ça, enfin un truc évident, de circonstances atténuantes évident, c'est vrai que Mike Brown, les regards vont être tournés sur lui assez vite, c'est vrai. Il est sûr et certain que Josh Hart, ça va à la sortie de banc? Que le groupe ça va bien? Il y a des trucs quand même à devoir gérer. Mitchell Robinson, c'est un titulaire alors? C'est comment? Ça marche? Non, mais je suis d'accord. Attention, les choix de Mike qui vont être très très. Mais voilà, c'était la petite wildcard en 10. On va passer en place numéro 9. Allez, tiens. Là, je vais parler d'un joueur que Alex a très très hâte de discuter. Je pense même qu'il est dans ton 10. Mais je l'ai mis en 9 pour des raisons assez évidentes. J'ai hâte de parler plus d'autres joueurs qui pour moi ont la pression. Alex a mis Franz Wagner qui était dans les mentions honorables et j'ai mis De'Aaron Fox en place numéro 9 qui est donc dans les 10. Franz moi était en mention honorable. Je vais commencer par Franz parce que Fox c'est mon 8. Ah, très bien. On reprend ça, les bases. On pourra glisser. Allez, parle-nous de la Valkyrie. Ouais, bah Franz Wagner, alors pareil, c'est entre guillemets qu'un numéro 9, mais il est dans mes 10 cette saison. L'année dernière, Franz Wagner, quand Banchero s'est blessé, l'équipe a été plus sur ses épaules. Il a été très bon et tout, mais il y a pour moi une variable absolument incroyable qui peut être absolument monstrueuse pour le Magic. Ça fait 2 saisons de suite que Franz Wagner il shoot sous les 30% à 3 points.
Ça, mon ami. 2 saisons de suite. Il a progressé dans plein d'autres domaines. Mais là, à 3 points, on dit ouais, scoreur. Il shoot moins de 30% à 3 points. C'est très handicapant dans son style de jeu. Mais bien sûr. C'est très handicapant pour le Magic. C'est arguably là-bas, comme ils disent, c'est potentiellement une des variables la plus importante de la saison qui arrive. Absolument. Franz Wagner qui shoot ne serait-ce que average, c'est quoi l'average de la ligue? 35,5, 36? Oui, 35, ouais. Par là, c'est ça. Ne serait-ce que ça. Un Franz Wagner qui te pose ne serait-ce que ça pour justifier un peu son énorme contrat et faire passer... Ouais, vas-y, mais... Voilà, Franz Wagner, c'est la ligne du haut. Je vais réduire un petit peu, pardon. Vas-y, parle-en, je vais réduire un peu. C'est le joueur le mieux payé du Magic cette saison et la saison prochaine, jusqu'à temps que Banchero le rattrape gentiment. Ouais, mais même pas, quand Banchero il est là, ça kick de 20 000 de plus. Ça restera le joueur le mieux payé. Doucement Banchero, c'est un numéro 1 de draft. Voilà. Oui. Mais enfin, voilà. En gros, non seulement il doit mieux shooter, il doit continuer de progresser, il doit, si possible, faire en sorte d'être bien sur le terrain, mais ça, les blessures, voilà, pour un joueur comme ça, on va pas commencer tout de suite là-dessus. Je pense qu'il peut, et est-ce qu'il peut donc s'installer comme un All-Star? Est-ce qu'on est là, on regarde l'effectif du Magic, tu sais, en février, on dit bah ouais, ils ont 2 All-Stars. Bon, ouais. Ils sont deuxième ou troisième de l'Est. Ils ont une des meilleures défenses de la ligue et ils ont 2 ailiers qui drivent l'attaque et qui vont être All-Star. Franz Wagner, ouais, je pense que si lui, il obtient une belle régularité au shoot, et ça, c'est de la pression. Puis Orlando, il va falloir les mettre. Il est capable, il a la gestuelle, il met les lancers, il a dû toucher et tout. Ça peut changer encore plein de choses dans la saison d'Orlando. Ouais, et donc je pense que c'est de la pression sur ses jeunes épaules. C'est exactement, je suis d'accord. Moi je pose la question à nos fans du Magic notamment, est-ce que c'est le joueur qui a le plus la pression? Et en lien avec la preview, je venais de parler de Mike Brown, est-ce que Jamal Mosley lui aussi, on en parle pas, la pression, très haut niveau de pression parce que... Mais je te laisse mettre De'Aaron Fox en 8, puisque je l'ai en 9. On va parler du renard. Vas-y, raconte. Qui est très attendu. On va en parler ensemble puisqu'on l'a sur la tablette au même moment. Alors De'Aaron Fox arrivé en février dernier, très attendu, mais c'est marrant. J'ai l'impression que Fox, avec tout ce qui s'est passé, on a limite commencé à un petit peu zapper là qui était là parce que sur le début de saison, pas présent, parce qu'il y a de la blessure. Alors, il y a eu le trade en février dernier. Il y a eu une extension derrière. On a parlé dans la preview. Moi, je disais que grosse quicheta, mais où moi je parlais financièrement du fait qu'on en fait aussi un peu trop une caisse parce que les finances des Spurs sont très bonnes, donc ils peuvent se permettre de donner ce type de contrat à un des 10 meilleurs meneurs de la NBA, en tout cas en marchant. Mais il va devoir être le facteur X qui fait basculer ces Spurs dans tout ce qu'on voit en ce moment, top 6, top 8 de la conférence Ouest, à ne pas avoir des Mavs et d'autres équipes comme ça qui vont essayer de traîner, et les Grizzlies qui vont traîner autour des Spurs. C'est lui tout à fait le gars qui doit faire passer cette franchise d'un niveau, tu viens de le dire, de une superstar à une superstar et un lieutenant All-Star. C'est ça, en fait, s'il y arrive, ça, c'est énorme, mais ça fait beaucoup de pression. Hein. Tout le problème qui va se poser et qui met de la pression sur De'Aaron Fox, à mon sens, c'est... On va voir, hein, on est encore qu'au tout début de saison, mais on voit bien que Wemby, il arrive avec des intentions néfastes. Extraterrestres. Des intentions néfastes vis-à-vis de l'adversaire. C'est vrai ou pas? Voilà. On voit bien que le jeune Dylan Harper, très jeune, a du talent et tout. Mais si Wemby est l'un des meilleurs joueurs de la NBA, c'est le cas. Défensivement, ça va être le cas, et offensivement, ça va être le cas. L'autre, il est en train de devenir une espèce de mélange entre Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Shaq et Dirk. Ouais, voilà, c'est ça, Shaq et Dirk, Giannis et Kevin Durant, comme vous préférez. Donc une sorte de dinguerie qui va aller au All-Star tout le temps, qui va, en fonction des résultats des Spurs aussi, peut être dans la conversation du MVP, du Deep Boy, enfin, laisse tomber. Et si derrière, les Spurs gagnent des matchs, mais peut-être pas tant que ça, et puis au premier tour, ça se fait taper salement par, j'en sais rien moi, les Wolves, et Wemby, il a fait sa série, mais De'Aaron Fox, il tenait très très bien dans la popoche de Dante DiVincenzo et Terrence Shannon Jr. et Jadon McDaniels et compagnie. En gros, c'est lui le vétéran, De'Aaron Fox. C'est lui qui a l'énorme contrat à l'instant T. Qu'il soit pas le meilleur joueur des Spurs, personne va venir dire c'est pour ça que je le mets d'ailleurs 9e. Il a Wemby, moi aussi 8e, tu vois. En revanche, si on n'a pas le temps en NBA, Wemby, s'il est trop fort, faut y aller là. Ouais. Alors on va toujours dire c'est vrai que dans les ailes, Keldon Johnson, Sohan, tout ça, on trouvera toujours des trucs à redire. Mais dans le bac court,
De'Aaron Fox, les Spurs ont besoin cette saison que De'Aaron Fox soit vraiment le deuxième meilleur joueur des Spurs et que Castle soit en train de progresser. Et soit sur les parquets. Soit clutch dans le périmètre, imprime le rythme. En fait, il y a de la grosse pression, il y a bien plus de pression là qui arrive sur les épaules de Fox que ce qu'il avait à Sacramento. C'est sûr. Bien plus. Absolument. Là où j'avoue je le mets mais vraiment en 9 et que je peux pas le mettre plus haut, c'est que s'il y a un mec notamment dans ce classement où la pression, il a montré qu'il pouvait tout à fait s'installer avec un sofa dedans, c'est De'Aaron Fox. C'est-à-dire que oui, en effet, il n'y en avait pas beaucoup à Sacramento, mais en termes de reins solides et de capacité à pouvoir délivrer face aux attentes, le mec est quand même très très fort. Hein. Non, on oublie aussi que quand il a joué face aux Warriors en playoff, il a pas eu peur, hein, Pépère. Non. Mais c'est pas un classement de mecs qui vont se chier dessus. Hein. Moi, je pense que De'Aaron Fox est tout à fait capable d'affronter cette pression. Je pense qu'il fait partie des 10 mecs. Je le note. Tu peux le noter. Des mecs qui vont se chier dessus. C'est très bien. Je le note tout de suite. Ça peut être rigolo. Top 10 joueur actuel. Et all time. Non, mais concrètement, je veux dire, c'est pas parce que je le mets dans le top 10 que je pense qu'il va pas réussir. Je pense juste que la pression, elle est réelle. C'est-à-dire que les Spurs peuvent être une équipe qui a un gros leap cette saison et qui, au lieu d'être genre dans le play-in comme dans beaucoup de prévisions, en fait, ils sont top 4, top 5 là, et ça cartonne. Et derrière, Fox, va falloir qu'il fasse part. Est-ce que Fox est le meneur lieutenant d'un monstre comme Wemby, d'une équipe qui va au bout, ou en tout cas qui est contender? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est ça la question. Exactement. Sur Fox, on va l'attendre très fort. Tu as mis le 8. Je mets mon 8 rapidement. J'ai hésité, on parlait des Wolves là au premier tour. Comment ça se passe? T'as mis un mec des Wolves? J'ai mis un mec des Wolves. Je savais pas qui mettre, moi. Et en fait, en vrai, j'aimerais parler un petit peu de Rudy. Parce que qu'il y a de l'attente évidemment sur Julius Randle, sur Naz Reid, quand on a vu la fin des playoffs, sur Anthony Edwards dans son développement. Mais je vais surveiller pour Rudy parce que on rentre dans une zone sensible là pour Rudy. On avait parlé notamment dans le classement des salaires, tu sais, NBA l'année dernière, et moi je soulignais le fait que, attention, quand on va rentrer sur la fin de carrière de Rudy, c'est un profil qui commence à devenir difficile à tenir en NBA quand tu vieillis. Cette espèce de rim runner, lob catcher qui défend très bien sa raquette. Et donc, pour le moment, les faits sont là. Rudy Gobert, il est chez les Wolves, ils sont minimum en finale de conférence. C'est factuel. Et ils ont une grosse défense. Pour autant, on a commencé aussi à avoir des premières interrogations de quels sont les meilleurs line-up des Wolves. Non pas en novembre ou en janvier, mais en avril et en mai. Comment ça se passe pour Rudy si, malgré une super condition physique et une excellente approche de cette saison, Chris Finch sous pression se rend compte que en fait, là je me rends compte que ça match trop bien pour Julius Randle et Naz Reid, ou Julius Randle avec un autre gars, on a joué plus petit, enfin bref, on essaie de passer ce cap, et qu'en fait, dans des line-up de fin de match importants, Rudy Gobert se retrouve sur le banc. C'est une situation qu'on a déjà connue par le passé. C'était caché par les résultats, je dirais, surprenants des Wolves, parce qu'on les avait jamais vus à ce niveau-là, en tout cas pas depuis Kevin Garnett. Tout à fait. Là, les Wolves, on l'a dit, ils doivent faire mieux que finale de conférence, ce qui est déjà énorme. Et il y a du monde. Il y a un paquet d'équipes qui disent oh. C'est ça. Donc si vous me dites Chris Finch, évidemment après un preview, c'est le mec qui a le plus de pression. Si vous me dites Anthony Edwards, si vous me dites Julius Randle, oui, mais je pense que Rudy a pas mal de pression cette saison parce que il va devoir, tout en vieillissant, garder un niveau élite en termes de pivot, et la concurrence est rude. Regarde les monstres qui arrivent. On vient de voir Chet, Wemby, Jokic. On voit le retour sur deux pattes, on espère, de Embiid. On a d'autres garçons dans tous les sens qui Anthony Towns. J'insiste, le profil de Rudy Gobert, en vieillissant, ça peut devenir très compliqué. Il y a des jeunes qui débarquent, genre ça se trouve, la sensation, ça va être Hansen Yang. C'est ça. Et donc du coup, tu vois, t'as des mecs qui se sont développés une fin de carrière assez jolie, et je n'y crois pas concernant Rudy Gobert, c'est-à-dire à la Brook Lopez. Le mec, c'est devenu un torpilleur à 3 points en partant des Lakers. Si Rudy devient un stretch 5, voilà. Mais si du coup il reste parfois une forme de minus offensivement, ça va poser des problèmes et ça va représenter une pression pour les Wolves et Rudy Gobert. On en est où là? On est en place numéro 7. Ah oui. Ah bah oui, mon poteau. C'est qui ton poteau, Alex? Moi je vais changer, je reste dans le froid mais je vais changer de conférence. Oh, j'avais hâte que tu parles de DeAndre Ayton. J'ai mis monsieur Jalen Ivey en place numéro 7. Parle-nous de DA. Ok. Bah oui, la pression, évidemment. On en a parlé d'ailleurs aussi pendant la preview, mais est-ce que c'est un peu, pas sa dernière chance, mais c'est un peu une nouvelle chance? Genre, ça commence à faire beaucoup de chances qui crament. Il a pris 1 an là de contrat chez les Lakers. Ouais.
après, il a été coupé par les Blazers, tout ça. C'est un numéro 1 de draft de 2018, DeAndre Ayton. Alors, beaucoup de gens disent oui, il a jamais rien fait et tout. Oh, quand même. Genre, doucement. Oui. Il y a une équipe qui allait en finale NBA en construisant sa raquette et sa défense autour de lui. Autour de monsieur, oui. On est d'accord. Il y avait des joueurs autour. Il y avait des Crowder, Michael Bridges, Cam Johnson et tout. Mais quand même. Non, c'est... Quand même. DeAndre Ayton, on l'a vu faire du vrai taf sur Jokic. On l'a vu faire pas trop manquer de respect non plus. Ouais. Voilà. Mais, et c'est là qu'il y a un énorme mais, c'est qu'après, c'est parti en autre boudin chez les Suns. Et mentalement, il a l'air un peu friable comme garçon. Quand c'est parti en autre boudin chez les Suns, il a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Chez les Blazers, il y a eu des passages intéressants, mais je pense que personne à Portland ne se dit « Ah non, mince, on n'a plus DeAndre Ayton ». Je pense personne. Non. Personne. Et là, les Lakers l'ont pris parce que au minimum, tu pouvais le choper, le mec vient d'être coupé et tout, et c'est quand même un pivot qui, a priori, vaut plus que le contrat minimum. Ouais. Attention à pas te retrouver catégorisé, en attaque, c'est pas moderne, et puis en défense, le moteur n'y est pas. Les Lakers ont besoin des rebonds et de la défense de DeAndre Ayton. Est-ce qu'il est capable mentalement de s'ajuster à ce rôle où on lui demande donc d'être un protecteur de cercle, rebondeur, et en attaque poser des grands écrans, pourquoi pas rouler, ou un peu de pick and pop, on verra. Doncic a dit qu'il voulait mieux responsabiliser Ayton parce qu'il l'avait pas fait assez. Là. C'est une chance pour lui de jouer avec un mec comme Luka Doncic. Il y a eu Chris Paul avant. Parce qu'il va recevoir des ballons. Il va recevoir des ballons quand il va te démarquer. Et puis même Austin Reeves, ou même LeBron, tu vois, on verra. On verra, LeBron est blessé pour l'instant au moment où on tourne cette vidéo sur le début de saison, mais on verra comment ça fonctionnera. Mais il y a de la pression parce que si la défense des Lakers se fait ouvrir en permanence, ouais, c'est sûr, on va arriver, tout le monde va dire « Ah, il fait chier Doncic, Austin Reeves, c'est un tréteau et tout machin. » Mais à la fin de la journée, on dira « Putain, en fait, ça change rien. Avant, ils avaient Jackson Hayes, maintenant, ils ont DeAndre Ayton, c'est pareil, en fait. » Et ça, c'est de la pression sur DeAndre Ayton, ou même il y a des gens qui vont dire « Ah bah franchement, vaut mieux jouer avec Rui Hachimura et LeBron comme raquette, quoi. » Tu vois ? Parce que DeAndre ceci, DeAndre cela, et parce que regarde comment il s'est fait manger un rebond, il a été soft et tout et tout. Donc il y a, je trouve, beaucoup de pression sur DeAndre Ayton, et je dois avouer pour le coup que moi, ça m'inquiète. C'est le premier de mon classement pour lequel ça m'inquiète un peu, parce que je suis pas sûr que ça soit un garçon qui tienne bien la pression. Ah, je pense que c'est mon avis. Et puis alors, bonjour à Los Angeles. Oh, il y a un peu de pression. Parce que là, Los Angeles... c'est chaud. C'est chaud. Mais allez, on va lui donner sa chance. Mais bien sûr, en plus, je te dis, le fait de jouer avec des mecs comme Doncic ou Austin Reeves ou LeBron, ça peut être une opportunité pour lui en attaque. Donc à lui d'être concentré, protection de cercle et rebond en défense, et déjà, ça peut le faire. Parce qu'après, il peut vite être aussi le gars qui a des minutes, qui est titulaire, pas parce que... parce qu'en fait, il fait le taf de soldat dont les Lakers ont besoin. Mais est-ce qu'il a ça dans la tête ? C'est beaucoup demandé. C'est ça, c'est quand même un numéro 1 de draft. Si le mec peut même pas être un soldat, il bougera. Je voulais parler de Monsieur Jalen Ivey chez nos amis les Pistons. Ouh là là, attention des trois. Alors Darling de la saison dernière, Darling total. Ouais. Et alors souvent, ce qui se passe quand on est à la Darling, c'est confirmé. Bon, déjà là, pour le groupe au global, pression. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai l'impression, fan de Détroit, vous me dites, mais sur lesquelles on peut un peu acter. Kate Cunningham va être Kate Cunningham. Tobias Harris va être Tobias Harris. Jalen Duren va faire du Jalen Duren. Les garçons vont gérer. De par les choix qui ont été faits cet été, en tout cas pour Mike Beasley notamment et Tim Hardaway Jr., ça a été notamment un gage aussi de confiance envers Jalen Ivey. Oui. Mais de confiance avec une astérisque. Qui s'est blessé l'année dernière, il a joué très peu de matchs. Ouais, tout à fait. Et qui montrait des belles choses. Oui. Mais une des clés notamment de cette explosion des Pistons et notamment de Kate Cunningham, c'était le spacing qu'il y avait autour de lui, permis par ces snipers que je viens de citer, Beasley et Hardaway Jr. C'est passé totalement discrètement là, peut-être que certains l'ont vu, je l'avais relayé un tout petit peu sur le début de saison, mais on a eu quelques prolongations là. Ouais. Tyson Daniels, Christian Brown. Il n'y a pas eu Jalen Ivey. Il n'y a pas eu Duren, il n'y a pas eu Ivey. Il n'y a pas eu aucun des deux. Si les Pistons ne prolongent pas Jalen Duren, voilà. Je vais prendre un billet pour Détroit, ça va mal finir. Tout à fait. Mais tu devineras jamais qui est le mieux drafté des deux.
Ah bah si, c'est Jaden Ivey. C'est Jaden Ivey qui a un potentiel encore exceptionnel. Cinquième. Dragster, top 5 de draft, tout à fait, numéro 5. Dragster formidable, qui est passé par, désolé, toi tu le connais bien, Alvin Gentry, non pas Alvin Gentry, Monty Williams, pardon, sur ses premières saisons, et donc ça a été compliqué pour lui. Il était en dépression quasi, il savait pas s'il était remplaçant ou titulaire. Là, il y a J.B. Bickerstaff, il y a des attentes sur ses Pistons, et en fait, Jaden Ivey, il va falloir que il soit performant, régulier, sans problème de santé, pour aller chercher son contrat, montrer que les Pistons ne sont pas juste un paix dans l'eau, c'est-à-dire la saison dernière c'était super, et notamment parce qu'il y a des équipes. Et puis il y a un vrai rôle. Et il y a un vrai rôle. Deuxième ball handler, c'est ça. Création quand même. Quand et tout. Kate se repose, c'est le vrai créateur derrière. Donc attention Jaden Ivey. On sait que le potentiel est là et qu'il peut aller chercher ce beau contrat et confirmer l'excellent reconstruction là qu'il y a autour de ces jeunes, mais beaucoup de choses vont être entre ses mains parce que vraiment, je réinsiste, je pense que très peu de personnes doutent de Kate Cunningham, Jane Duren, Tobias Harris, même Duncan Robinson, Isaiah Stewart. Tous ces gars-là là à Détroit, ils n'ont pas la presse, ils n'ont pas la pression. Pour moi, c'est vraiment sur Jaden Ivey qu'il va y avoir, et donc en fonction du joueur que ça va être, ça va dicter beaucoup de choses de cette saison et aussi de l'avenir à court terme de ces Pistons. Ouais, je suis d'accord. Après avoir fait le choix de prendre un peu moins de spacer et donner un petit peu plus de confiance à leur choix. C'est un jeune joueur, mais il y a de la pression sur lui, pression de jeu, pression contractuelle. Non, c'est sûr. Ça fait beaucoup. On va placer en place numéro 6 ? Allez. Petit 6, avant de se jeter dans le top 5. Moi, j'ai un petit joueur, là, je sais pas si tu le connais. Moi aussi, pareil. Et je veux bien ton avis parce que... Vas-y, tu vas nous dire qui tu as mis en 6. Moi, c'est un petit clin d'œil avec un numéro de maillot. Alex a mis Ja Morant et moi, j'ai mis LeBron James. Vas-y, explique. Il y a toujours de la pression, mais alors, je l'aurais pas mis dans mes 10 perso, mais... J'entends. Bon, évidemment, de base, LeBron, c'est bon. Hein. Le mec, la carrière, tout est fait. Il n'y a pas de problème. Hein. A priori, il n'y a pas de souci. On est sur quoi, là ? Sur une dernière saison en carrière ? Ouais, il a une pression médiatique. C'est vrai. Une free agency... Il y a une free agency avec LeBron James en juillet prochain, là, c'est ça dont on parle ? Là, un homme qui a une sciatique. Blessure de vieux avec... après, qui peut se soigner assez bien. Ça dépend, se soigner. Après, faut regarder. Mais attention, ne prenons pas pour acquis LeBron, ça on n'a pas arrêté de le répéter, mais aussi, ne croyons pas que ce mec a juste 2-3 grammes sur les épaules. La fin de carrière d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. On a fait des questions de la mort sur Stephen Curry, tu sais, en disant va-t-il être bien entouré, etc. pour son finish. La pression ou pas la pression, LeBron, d'être avec Luka Doncic? Est-ce que les signaux sont bons vis-à-vis des Lakers? Est-ce qu'il reste encore 6 mois ou 1 an et demi? Comment ça se passe à la free agency? Est-ce qu'il s'engage dans le groupe ou pas? Comment les clés vont se transmettre? Est-ce que ça se passe bien avec les coéquipiers? Il y a de la pression sur LeBron. Il y a une vraie pression sur LeBron James. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau lui-même face à son miroir. Je suis un des meilleurs joueurs de tous les temps, le meilleur joueur de tous les temps pour certains, et donc comment je vais ponctuer la fin de ma carrière. C'est quand même une pression énorme pour des mecs comme ça. Clair. C'est des mastodontes du sport, les Kobe, les Jordan et tout. C'est comment je termine mon livre. Cette pression, elle est là. La pression de sa future décision, la pression de la saison des Lakers. Toi et moi, on les a pas mis play-in. Non, on les a pas mis play-in. Non. Alors après, on savait pas qu'il y avait la sciatique et tout, mais attention, il va falloir qu'il soit performant, le pépère. Il y a de la pression sur les résultats, il y en aura toujours. Tout à fait. Comme ça. Donc, évidemment, je le mets pas top 3 parce que la pression LeBron, il en a depuis qu'il est né et il l'a toujours bien géré. Et puis ça va, il va avoir 41. Il va avoir 41 ans. S'il commence à... Non, mais par exemple, si ce mec-là commence à décliner, ça va peut-être ajouter de la pression sur les Lakers, mais en lui-même, à part son ego, il risque pas grand-chose, quoi. Tout à fait. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que par rapport à ça, si vous l'avez pas, je comprends, mais juste, on a dit que là, il fallait profiter de chaque instant avec LeBron. Je pense que ce mec-là, il est en train de vivre ses dernières semaines, ses derniers mois en carrière. Et ça, c'est un paquet de pression sur les épaules d'un gars, quoi. Parce que l'année dernière, il avait peut-être de la pression, mais personne ne pensait qu'il y avait un début de retraite. On disait, putain, le mec est encore à l'NBA et tout. Non, LeBron, il a une grosse pression cette saison. Et je pense que notamment, on va se dire, bon, du coup, comment ça va être là en juillet prochain? Une free agency. Ça se trouve, il va s'enlever de la pression. En juin, il va nous faire non, mais. Si les Lakers sont avec. LeBron est avec Rich Paul et les Lakers sont à un bilan à peine équilibré là le 12 janvier. Tu crois qu'il n'y a pas la pression, un peu le pépère de les gens qui vont ramener avec des micros? On fait quoi, LeBron?
On va en playoff, tu as demandé ton trade, mais oui, mais il a une no trade clause. Ah, mais oui, mais. Ah, bien se marrer. Et les Warriors qui vont dire, au fait, on va le recontacter pour voir si on peut l'associer avec bien Steph. se marrer. Ah, on va bien se marrer. Ah, avec LeBron, on va se marrer dans le Tennessee aussi, je te le dis. Hein. Ouais, on va se marrer dans le Tennessee grâce à monsieur Ja Morant, qui est mon numéro 6. Ouais, il y a de la bonne grosse pression sur Ja Morant. Les Grizzlies, attention, le front office des Grizzlies, parfois là ces derniers temps, on a un peu de mal à suivre, on comprend bien ce qu'ils font. Ben si, on comprend bien qu'ils font des choix guidés par la flexibilité financière avant tout. Oui. Il n'empêche que Ja Morant, ça fait 2 saisons de suite où il y a assez peu de matchs. Ça, ok, des blessures, c'est relou, mauvais moment et tout. Il y a aussi de la suspension pour des vidéos en live quand même non recommandées, on va dire. Voilà, ça se balade avec un flingue dans une voiture, ça fait des Instagram en live avec ça. Enfin, je veux dire, pardon, c'est quand même assez débile comme comportement. Et en même temps, quand il est sur le terrain, il assure. Il envoie du sale, ça a l'air d'être un bon coéquipier. Bon, il y a eu des critiques sur sa défense et son implication de tous les instants, mais comme il y a sur beaucoup de joueurs offensifs, de joueurs avec des grosses responsabilités offensives, en fait, le vrai truc de pourquoi je le mets là, Ja Morant, c'est justement ça, il a des responsabilités. Est-ce que Ja Morant est vraiment un mec qui peut assumer le statut de franchise player? Parce que pour moi, dans le jeu, c'est un franchise player. Mais est-ce qu'il a le mental pour assumer ce statut et le corps et assumer cette pression, adapter son jeu à un minimum? Je dis pas que Ja Morant doit se mettre à jouer comme Chris Paul, c'est pas ça que je dis. Non, mais assumer un minimum, être un peu plus malin pour durer, pour être là quand il faut. Et donc tout ça, c'est de la pression, surtout dans un effectif des Grizzlies où on lui a enlevé Desmond Bane qui a quand même bouché des sacrés trous quand il s'est blessé. Là, ça ne sera pas le cas cette saison. L'attaque va avoir besoin de tourner avec lui. Il y a d'autres joueurs intéressants à développer et tout, mais quand même, ça va être très important. Donc ouais, moi je pense qu'il y a quand même de la sacrée pression sur Ja Morant et indirectement derrière sur les résultats des... On fait quoi si les Grizzlies, genre c'est dégueulasse, c'est même pas dans le play-in on va rien dire. Bah si, on va dire c'est quoi ce merdier de Ja Morant. Absolument. Et je l'ai même un peu plus haut, tu vois. Ok. Donc, on va aller dans le top 5. Ah, exactement, on va rentrer dans le top 5 des joueurs qui ont le plus la pression cette saison. Dites-nous évidemment vous qui vous avez, ne serait-ce que votre podium un petit peu. Hein. Là vraiment vous dites, alors lui, ça transpire très très fort. Hop là. Jonathan Kuminga. Et moi j'ai mis monsieur Lamelo Ball. Lamelo. Que je ne peux pas mettre plus haut. Je vais être très court sur Lamelo Ball parce que pareil, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je peux pas le mettre plus haut parce que les attentes autour des Hornets, no disrespect envers Charlotte, mais c'est quand même pas génial, quoi. Hein. Je peux dire très honnêtement que si les Hornets sont au play-in, les gens vont dire oh, quelle belle saison nos amis les Hornets. Ah, tu l'as dans ton classement? Ah ouais, je te confirme que... Ah, ok. Oh là là. Mais vas-y, je t'écoute. Je me demandais, je voyais ta tête, je me suis dit, je vais prendre note. Il a une écharpe dans la Je vais prendre note. D'accord. Ouais, Lamelo, il a de la pression, mais... Il a de la pression sur lui. Il a de la pression énorme, mais notamment par rapport à quel type de joueur c'est, et un petit peu dans ce réflexe qu'on a dans quelle case mettre ces joueurs-là. C'est quel phénomène incroyable, balle en main, génie incontestable, joueur d'une créativité hors norme, qui est capable, quand il le désire, d'être bon et impliqué défensivement et d'être capable de vraiment impliquer ses coéquipiers. Mais est-ce que le basket, c'est le Club Med, ou est-ce que la NBA, c'est une profession où on essaye de remporter des matchs et donc être un franchise player? Voilà, j'en dirai pas plus, je laisserai Alex sortir entre Ja Morant et Lamelo Ball, les Guns, tout à l'heure, tu vas me parler de monsieur Jonathan Kuminga. Bah ouais. Alors, entre guillemets, je l'ai mis dans mes 5 parce que je pense que, en toute discrétion, parce qu'on l'a vu pendant l'été et tout, mais faudrait pas que les Warriors ont l'intention, on voit bien, de l'intégrer 5 majeurs et tout. Il y en a qui disent que ça va le faire, il y en a d'autres qui disent c'est pour le trader. Moi, je trouve déjà ça, c'est de la pression sur un joueur. C'est-à-dire que le mec, à chaque fois qu'il va faire une bonne perf, il y a des types qui vont dire
nickel. Alors ça, on va pouvoir le fourguer aux Kings, c'est impeccable. Tu vois ce que je veux dire? Ou on va pouvoir le fourguer à je ne sais quelle autre équipe. Non, les Kings, J'ai pris les Kings au hasard, je trouvais ça sympa. Toi, sinon, je trouvais ça rigolo. Aux Suns. Ah, vous étiez dessus l'été, hein? Ouais. Enfin bon, là, t'as vu l'équipe qu'on a dans les ailes. Bref, non. Plus sérieusement, Ja Morant, voilà, 6ème. Kuminga, 5ème, parce que évidemment que c'est pas lui qu'on attend. C'est pas le franchise player des Warriors. Il y a Curry, il y a Butler, il y a Draymond Green qui pourront être ciblés si jamais les résultats fléchissent, ou si jamais il y a des choses qui vont pas, ou s'il y en a un qui se blesse ou quoi, machin indien, ils sont vieux, nanana. On verra la saison comment elle roule. Mais Jonathan Kuminga, lui, au milieu de tout ça, il a une grosse pression parce que déjà il est en 1+1. C'est-à-dire que je vais aller vérifier. C'est contractuel, hein, quand Alex dit ça. Ouais, il est en 1+1, ouais, c'est ça. C'est pas qu'il s'est compté jusqu'à 2. Contrat, bouge pas, j'arrive, je veux juste vérifier une toute petite chose. Oui, c'est ça, c'est une team option. Ah oui. Je voulais juste être sûr. Team option, c'est-à-dire que dans un an, si ça se trouve, les Warriors vont dire on n'a pas réussi à transférer, par contre, tu sais quoi, en fait, ça y a été agent libre, mon poteau. Ou alors, ils vont dire non, on te reprend une saison et tout machin. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il a une saison où il a un vrai rôle à jouer dans la réussite ou non des Warriors, qui, comme on l'a détaillé avec Bastien dans la preview, ont besoin de son potentiel athlétique, de sa défense, de sa longueur de bras, de plein de qualités qu'il a, lui, et que, grosso modo, personne d'autre n'a dans le roster des Warriors, hein, donc ils en ont besoin. Mais du coup, ça met de la pression sur lui, parce qu'il y a des secteurs du jeu où, si ça ne fonctionne pas bien, on va tout de suite, même s'il est jeune et qu'il y a des Hall of Famers autour de lui, on va se tourner vers lui, on va dire vous voyez, ça marche pas, faut le trader. Ou ah là là, ça m'étonne pas que les Kings n'en veulent pas, regardez comment. Voilà. Et donc, ça, c'est de la pression, surtout qu'en gros, il a son avenir contractuel / financier qui se joue là, en fait. Qui se joue là, bien sûr. Donc, il a largement les moyens de s'installer entre Butler et Green ou quoi dans le front de courte là, des Warriors, et de devenir une pièce importante qu'on va envoyer sur Jaylen Brown quand les Celtics sont en ville, ou qu'on va envoyer au corps à corps avec je ne sais quel autre ailier sur Anthony Edwards, ou sur tu vois, genre tous ces gars là un peu relou quoi, hein, un peu relou à tenir, voire de temps en temps on va l'envoyer sur des ailiers forts ou des petits pivots, enfin bref, on va l'utiliser, son potentiel athlétique. Mais il faut que ça marche, il faut qu'il s'intègre dans les dispositifs, il faut qu'il montre qu'il a un peu plus de QI basket que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et le problème pour lui, c'est comme il est entouré de Hall of Famers dans une équipe très médiatisée, ça va se voir et tout le monde va en parler dès que ça va pas le faire. Il va pas pouvoir travailler tranquille comme pas mal d'autres jeunes dans une situation contractuelle plus incertaine. Lui... Et voilà, on va en parler, et Steve Kerr, et on va poser la question, et quand même la fin de carrière de Steph Curry, nanana. Ouais, c'est de la pression tout ça. C'est de la grosse pression. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis 5ème, Joe Kuminga. Ah, évidemment, hein, les fans des Warriors ne pourront que acquiescer. Tu l'as pas dans tes 10 ? Non, mais okay. Tu sais, je t'ai dit en intro, il y a même des gars dans ton podium que j'aurais pas, parce que m'attendant, et si ça se trouve, on va être aligné, mais m'attendant à certains noms, je me suis dit, allez, on va varier les plaisirs. Je vais en mettre d'autres. Et puis des petites surprises, tu vois, par exemple, t'avais pas LeBron dans tes 10 ? Non. Je voulais en parler du coup. On va passer en place numéro 4. Toi, il y en a un, je me dis, lui par exemple, je pense pas que tu l'auras. Mais je me dis, ça peut être intéressant d'en discuter. On va voir. Je sais pas si tu l'as. Parce que là, je parlais de LeBron. Il avait un bon coéquipier à l'époque. Ah bah tiens, oh incroyable, t'as mis Luka Doncic, j'ai mis Anthony Davis. Ouais, les deux ont la pression là, cette année. Ah bah bien sûr. Ah bah je suis d'accord, Anthony Davis, je voulais le mettre dans les places plus bas. Ok. Je l'ai pas, hein. Mais je voulais le mettre dans les places plus bas. Bien sûr. Parce que je me dis qu'il va être quand même protégé, faut pas qu'il se blesse tout ça, mais il va être quand même protégé par le fait qu'il manque Kyrie. Il va y avoir une bonne défense, je sais pas. La pression, mais il a la pression. Oui. La pression sur Luka, elle est à quel niveau ? Elle a plusieurs niveaux. La première, c'est comme il a signé une extension avec les Lakers cet été, il a prolongé, ils ont levé les ambiguïtés sur le côté, genre bien sûr qu'on construit autour de Luka et tout, donc tu construis autour de Luka. Sauf que là, il est plus rookie comme il était au Mavs, où on disait oui, mais il est pas suffisant, il faut bien l'entourer, mieux, machin et tout. On pourra dire oui, Ayton en pivot, ou on va dire mort de rire, fallait lui mettre autre chose que Steve Reeves. L'effectif là des Lakers, on va en parler. Il aura cette excuse-là et il va stater. Mais il a la pression pour stater. Les Mavs l'ont tradé en disant, je schématise un peu, il est gros, il défend pas. C'est vrai ou pas ? Il mange trop, il boit trop de bière, il mange trop de kebab. Il nous énerve. Il défend pas, il court pas assez. Il est fatigué dans les fins de match. C'est de la pression. Je fais partie de ceux qui pensent que cette pression, il va l'utiliser pour
taillader tout ce qui va passer sur son chemin. Je pense qu'il en est capable. Il n'en reste pas moins qu'il fait partie des joueurs qui ont le plus de pression. Lucas, il peut pas marquer moins de 30 points par match de moyenne. Si Lucas, s'il n'est pas en 38-8, on va faire 27-7-7. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fout? On va faire des apéros, tu sais. Il a une pression, on se rend pas compte du délire. Genre, on le prend pour acquis de fou, quoi. Il a une pression de malade. Alors que, effectivement, le roster, il y a quand même des choses intéressantes dans le roster, mais il y a peut-être des choses qui pas très intéressantes. Exactement, qui vont pas être assez complémentaires. On pourra parler aussi des choix de JJ Redick, on pourra pas. Plein de choses. On verra, mais il n'en reste pas moins que le point central. Si les résultats sont bons, Lucas va être loué et tout. Si les résultats sont pas bons, on aura beau trouver les circonstances atténuantes, à un moment donné reviendra la petite chanson de Lucas. C'est pas pour rien que son jeu ressemble à celui de James Harden. Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, c'est hyper intéressant. Ça, c'est de la pression. Je veux bien l'avis des gens par rapport à ça sur les Lakers notamment, où là on a parlé de Ayton, on a parlé de Luka, on a parlé de LeBron, parce que tu vois, c'est marrant, Luka, là sur le premier match notamment et les premiers matchs, il y a un truc qui ressort dans la façon dont les gens en tout cas le perçoivent là, mais c'est que le début de saison. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de « oh le pauvre ». Oui. Et d'empathie pour ce mec d'avoir subi ce transfert sans avoir été prévenu et de se retrouver désormais dans une situation où on ne sait pas ce qui se passe avec LeBron, l'effectif et tout, et donc il a accepté évidemment la prolongation, on lui a pas mis le couteau sous la gorge, et donc c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un début de shift sur la façon dont les gens aussi voient Lucas. C'est que tu as totalement raison, la pression est indéniable sur ses épaules, mais je vois beaucoup de gens qui mettent des tapes dans le dos en disant bien sûr. Ah, le pauvre mec, et franchement, il était à ça d'aller jouer le titre avec les Mavs et maintenant on lui a tout débarrassé et on lui demande d'avoir comme sidekick DeAndre Ayton. C'est marrant, il y a un peu plus d'excuses, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il n'est pas numéro 1. Mais il est aux Lakers. Ah bah donc automatiquement. Il a un gros contrat. C'est un génie générationnel. Offensivement, franchement, dans la ligue, il regarde tout le monde droit dans les yeux. Hein. Qui est un meilleur joueur offensif que Luka aujourd'hui? Voilà, il n'y a pas beaucoup de noms qui vont vous venir à l'esprit. Ensuite, on l'a vu en play-off là. Alors après, on peut critiquer le coaching de JJ Redick, mais on a vu effectivement des fins de match pas maîtrisées et tout machin. On l'attend en forme dans les fins de match. On l'attend. En fait, on attend de lui qu'il fasse gagner les Lakers. Et même si l'effectif il va falloir gagner quand même un minimum avec des lignes de stats bien sales. Et après, on verra comment l'effectif évolue, on verra qui se fait trader à la deadline, on verra quel vétéran vient signer au minimum vet fin février. Il va se passer plein de choses, c'est les Lakers, hein, attention. On verra s'ils vont en playoff, à quelle position. On les a mis dans le top 6 tous les deux dans nos previews. Est-ce qu'ils vont assumer ça comme l'année dernière? Parce que l'année dernière, finalement, c'est une équipe qui a gagné 50 matchs. Enfin, on verra. Mais en tout cas, Luka Doncic est la pièce centrale pour moi qui a le plus de pression chez les Lakers cette saison. Eh bien moi j'ai mis c'est marrant, regarde. Il est beau ce tableau avec Anthony Davis. J'ai pas de joueur des Mavs. Bah en fait, il y a ce truc autour des Mavs où on est tous hallucinés devant le potentiel. Wow. Des Mavs. Les Mavs, c'est que si ça tient là. Et le problème c'est si ça tient. Bien sûr, c'est sûr. Et donc on parle de Anthony Day-to-Day Davis, hein, désolé mais c'est AD. Questionable. C'est Anthony Day-to-Day Davis, hein, le surnom notamment, triste, mais t'en as parlé quand on a fait la preview. Le mec, on arrive, il y a le transfert dans la gueule et il fait une première mi-temps de fou malade et après, zblarf. C'est un transfert légendaire, générationnel qu'on a vécu, dont la pièce principale récupère les Mavs et Anthony Davis. Alors c'est quoi qu'on va avoir? C'est 70 matchs, donc avec, moi j'ai vu, tu as fait le grand jeu d'expert, tu as mis Anthony Davis en défenseur de l'année. Moi je suis bien d'accord que tu aies mis ça, parce que quand Anthony Davis il joue sur deux jambes, c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. C'est un if he plays. C'est un if he plays. Mais donc c'est quoi ce qu'on va avoir cette saison? C'est des photos plutôt de AD avec des lunettes sur le terrain ou avec des lunettes et un costard sur le banc? Ça va être quoi si les Mavs on se dit... Bah écoute, voilà, Luka il a été MVP de la saison, en tout cas il a fait des stats jordanesques et les Mavs doivent essayer de se satisfaire de surtout Cooper Flagg. Ah t'as vu Cooper Flagg quand même, et Daniel Gafford et Derek Lively, c'est pas mal, mais coup d'œil dans le rétro, Anthony Davis il a joué 27 matchs. C'est en fait sur AD c'est une pression énorme et on a parlé d'un aspect que beaucoup de gens occultent je trouve à venir, c'est que AD bascule lui aussi dans cette trentaine, là bien fort, et qu'on est à quelques mois de sa dernière
grosse négociation contractuelle en carrière. Je dis d'ailleurs parce que je lui en souhaite plusieurs, hein, mais que là c'est vraiment la grosse mastodonte genre, moi je suis un All-NBA player, me faites pas chier, etc. Et donc, si Anthony Davis il est présent, il est sur 2 jambes, les Mavs là ils vont arriver dans la conférence Ouest et on va avoir tous des problèmes. Tous. Lakers, Suns, Spurs inclus, allez-y. Hein. Mais la pression est énorme sur lui parce que c'est lui le meilleur joueur des Mavs. On a dit quand on a fait la preview, en attendant de voir ce qui va se passer avec Cooper Flag et le retour de Kyrie Irving, cette franchise c'est celle d'Anthony Davis. Point barre. Donc, comment ça va être Anthony Davis? Est-ce que ça va être, voilà, maintenant qu'il est plus à côté de LeBron, on va retrouver le mec de New Orleans, c'est le franchise player d'une équipe qui a 38 wins. Ou est-ce que on va avoir justement un, putain, mais Nico Harrison quoi, apéro Nico Harrison, le mec était visionnaire. Luka a minci, mais les Lakers ont fait le play-in pendant que Dallas était top 5. Et avec la meilleure défense de la ligue. Exactement. Et rien de tout ça ne pourra avoir lieu sans Eddie. Exactement. Rien de tout ça. C'est pas PJ, c'est pas Kyrie, c'est pas machin, c'est Anthony Davis. Après, ça se trouve dans 3 mois, ça sera Cooper Flag, mais pour l'instant, on n'y est pas. Tout à fait. Allez, podium. Tiens, top 3, tiens. Podium. Qui tu nous as mis, Alex, en place numéro 3? Ouais, le meilleur pote d'Alex, Joel Embiid, qui débarque en tête du podium. Et tu avais très bien parlé de Monsieur Ja Morant. Tiens, sur le podium, Ja Morant, toi. Voilà. Vas-y, raconte. J'ai pas besoin de rajouter grand-chose par rapport à ce que tu as dit. Juste. Moi, il est même pas dans mon top 5. Oui. C'est... moi, les éléments additionnels, c'est que littéralement, il y a 1 an, on a commencé à avoir des murmures hein, de est-ce que le management des Grizzlies souhaite avoir Ja Morant long terme. Je ne dis pas que je peux mettre mon bras à couper, mais là de me dire que Ja Morant est intransférable sur les 12 prochains mois, moi j'y mets pas mon bras. Hein. Donc déjà il y a ça. La deuxième c'est qu'on a dit changement de staff à Memphis et notamment de laisser les pleins pouvoirs à Thiomas Isalo. Si Ja Morant ça se passe pas avec son nouveau coach, on va dire quoi, que c'est de la faute du coach ou que c'est de la faute du franchise player? Ça va être terrible, mais les gens tout de suite ils vont sortir la truc et ils vont dire Instagram, les flingues et tout ça, c'est encore la faute de Ja Morant, la vie c'est une fête, mais on peut compter sur lui que 45 matchs. La pression elle est énormissime parce que c'est un joueur qui shift sa franchise et même une partie de sa conférence, puisque quand il était sur 2 jambes, les Grizzlies ne gagnent pas moins de 50 matchs. Et tu l'as très bien dit, il y a l'absence de Desmond Bane, il y a des jeunes à bien entourer, il y a trop de trucs qui reposent sur ses épaules. Donc évidemment c'est podium. Trop de pression. Trop de pression. Mais t'en as parlé parfaitement, donc j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Parle-nous de monsieur Joel Embiid. Ouais, podium, ouais. À quel niveau il va revenir? À quel niveau il peut tenir une saison? Quel niveau, je parle physique? Quel niveau de jeu? Il a été MVP en 2023, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ressenti 6 ans. Depuis, exactement. Ressenti 2013 et surtout depuis ses chutes libres. Ça baisse, le peu qu'on l'a vu jouer la saison dernière, il faisait peine un peu à voir. Et là, il a minci. Il avait mal, c'était compliqué. Est-ce que Joel Embiid est ce genre de joueur qui est un immense what-if, qui va jamais faire mieux qu'une demi de conf en carrière? C'est vraiment ça, Joel Embiid? Qui va pas être premier de l'Est, Bon, il a été MVP, ok, bon, c'est extraordinaire. En plus, alors que techniquement, il a été MVP au milieu du règne de Jokic, hein, donc extraordinaire. Techniquement, physiquement, l'alliage est complètement incroyable quand ça fonctionne. On comprend bien que on va me dire oui, mais les blessures, c'est pas de sa faute, c'est son corps et tout, mais il a une pression du tonnerre là. Il est attendu par trop de gens, il est attendu par des journalistes, il est attendu par les fans des Sixers, il est attendu, je pense, par le staff, par ses coéquipiers, à montrer l'exemple. Tyrese Maxey qui s'est plaint, machin, tout ça. Enfin, la pression sur Joel Embiid est énorme. Je parle même pas de la pression contractuelle où je lui souhaite pas, mais malheureusement, je pense que c'est ce qui va arriver. Ça va devenir un contrat boulet, tu vois. Et donc, attention. La pression, elle est réelle. Et d'autant plus que je pense qu'un Joel Embiid LC 60-65 matchs, là, comme la saison de MVP, tu sais que les Sixers dans cet Est-là,
avec un Joel Embiid en forme et Maxi qui est là, rien que ça, hein. Plus 2-3 gars qui se battent là au milieu entre les deux, le jeune Edgecombe, Kelly Oubre, j'en sais rien, je m'en fous. Tu sais que ça, dans cet est là où il manque plein de monde, tu sais que c'est top 3-4 ça. Hein. Donc, non seulement il a la pression, mais en plus il y a une pression collective parce qu'il y a un coup à jouer. Il y a quelque chose à faire. C'est clair. Ah ouais, non, moi je pense que la pression elle est immense. Je pensais que tu l'aurais mis en 1, tiens, tu vois. Ah non, toi qui aimes bien jouer. J'ai 2 clients au-dessus. J'ai 2 clients qui. Mais Joel Embiid peut être dans cette discussion. Moi, s'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent attends, je l'ai pas mis dans mes 10, j'ai un peu de mal à comprendre. Si par contre des gens me disent ah, il est premier, qui a plus la pression que Joel Embiid cette saison, j'ai 2 réponses. Mais franchement, Joel Embiid. Énorme pression. Moi, le fait qu'il soit pas 1, c'est que. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'empathie, tu vois. C'est parce que, honnêtement, il m'a fait mal au cœur la saison dernière. Vraiment, vraiment. Ça m'a fait mal au cœur. Je pense qu'un joueur aussi fort, ça me fait trop penser à, tu vois, des Yao Ming, des gars comme ça. Ça me fait trop penser à ça. En fait. Ça me fait chier, mais c'est ça. Je comprends. Greg Oden, c'était pas le même niveau de talent, mais voyez ce genre de gars où bien sûr. Tu dis merde, t'es dégoûté, quoi. On va passer en place numéro 2. Allez, numéro 2. Tintin. Monsieur Trae Young. Oh bah j'ai même pas dans mes 10. Oui, bah t'inquiète. Je pense que c'est plus les Hawks, moi, qui ont la pression que Trae Young. On varie. Bah oui, mais en fait, Trae Young... Ah non, mais il a la pression aussi, hein. J'ai pas mis. On a la pression contractuelle, parce que là, on a dit, il n'y a pas eu l'extension avec Atlanta, tout ça, on va pas. Et on a mis l'effectif autour, là. Donc, il va falloir performer, il va falloir être bon. Oh, oui, mais enfin, c'est pas non plus. L'effectif est sympa, excitant. Mais c'est pas comme si on avait l'assurance qu'ils allaient faire top 3 de. Genre, si les Hawks, faut qu'ils fassent quoi là pour que. Les Hawks, faut sortir du play-in. Trae Young All-Star. Et tu sors tu es top 6 avec Trae Young All-Star. Quelle pression il y a sur Trae Young? Il y a surtout les Hawks qui doivent lui foutre le max. Hein. Il y a la pression contractuelle. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui. Parce que là, on est en train de dire, en gros, c'est un joueur max, c'est pas un joueur max. Attention. Ah ouais, on dit ça, ouais. On a mis... c'est la discussion autour. C'est ce qui fait... sinon, il aurait eu le max direct. Ensuite, on a mis les coéquipiers autour. Donc, on lui a dit, tiens, on veut du défenseur. Dyson Daniels, Nick Alexander. Ça, c'est vrai. On t'a mis du pivot pour pick and pop. Ça, c'est vrai. On t'a demandé, en tant que franchise, d'être meilleur dans le leadership. On a même des Pat Beverley et tout qui t'ont call out et qui continuent à dire, il y a des gens qui veulent pas jouer aux côtés de Trae Young, etc. On a eu des participations. Les Hawks sont les rois du play-in tournament, avec soit une qualification et une sortie rapide au premier tour, soit rien. Que va nous faire Trae Young? J'adore Jalen Johnson, j'adore Zach, j'adore tout l'effectif de mes piou-piou, tu le sais. Mais là, on attend qu'en fait ce mec... Tu vois l'apparition par exemple qu'il y a eu sur Tyrese Haliburton l'année dernière quand il y avait des gens qui disaient joueur surcoté, etc. Ben on est dans cette zone-là avec Trae Young, c'est-à-dire que moi je l'adore et je trouve qu'il est quasi devenu sous-coté avec toute la merde qui est dite autour de lui. Mais il y a encore beaucoup de gens qui le mettent dans la catégorie de aujourd'hui, De'Aaron Fox ou Trae Young, pour moi le choix est facile, je prends Fox. Oh bah tiens, avec d'autres garçons, je vais prendre plutôt lui que Trae Young. Non, la pression elle est sur lui de montrer que c'est un joueur autour duquel, si c'est construit, tu peux aller loin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 2021, là, ressenti il y a 10 ans, c'était... La finale de conf, tu veux dire? C'était juste un... exactement. C'est clair qu'au Garden, ils ont repris de la chaleur depuis. Hein. C'était juste un roi de une fois, parce que Ben Simmons se chiait dessus et qu'il y avait Julius Randle en franchise player chez Enix. Merci Trae Young, c'était ça. En fait, tu es juste, un mec qui fait des belles célébrations et qui prend ton joli contrat. Non. Le management d'Atlanta... Tout le monde là le glorifie en ce moment. Tout le monde, il y a eu des sondages là où ils ont dit qui a fait la meilleure intersaison. L'intersaison, elle est belle. Hein. C'était entre les Nuggets et les Hawks. Donc en gros, tout le monde dit c'est bien installé, c'est bien construit, et la pression elle sera pas sur Porzingis, elle sera pas sur Isaché, elle sera pas sur Dyson, il y en aura un petit peu sur Jalen Johnson et sur Quinn Snyder, mais c'est à Trae Young. Et donc dans tous les aspects du jeu. Sinon on va dire quoi encore? On va faire des séquences là où il défend pas sur Davion Mitchell et donc du coup il y a des meneurs qui prennent des rebonds offensifs sur sa gueule. On va encore être là-dessus. Toi et moi on va encore faire des séquences là et des apéros en disant mais Trae Young c'est encore un négatif absolu défensivement? Non. On n'est plus sur un garçon de 23 ans. C'est un joueur qui commence à être vétéran. Et s'il veut jouer du winning basketball comme je le crois, la pression elle est énorme sur ses épaules. On y va. Voilà. Et s'il n'y arrive pas, on dira, tiens, comme Lamelo, formidable technicien, mais pour des équipes qui potentiellement jouent mi-mai. Voilà. Moi j'ai Lamelo en 2. J'ai Lamelo en 2 parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, les Hornets, tout ça. Mais justement, c'est un peu facile.
C'est genre, ah oui, les Hornets, on les attend pas. Bon, il y a. Ah bah là, effectif autour de lui. Bon. Eh ben, pardon, mais dans ces tests-là, c'est pas si mauvais. Il y a des vrais joueurs. Je te dis pas que c'est complexe, c'est parfait et tout machin. Ah, bien sûr. Il y a des vrais joueurs. Et la Melo, bon, il se blesse. Alors déjà, il faut se faire en sorte de bien travailler sur ton corps pour être sur le terrain beaucoup plus de matchs que ces dernières saisons. Je vais te chercher la stat, mais ça devait pas être ouf. Hein. C'est combien de matchs ça joue les dernières saisons? 80 matchs sur les dernières. Voilà, c'est ça. Il est sur 36 matchs en 22-23 et ça, 22 matchs en 23-24 et 47 matchs en 24-25. Déjà, ça faut me changer ça. Ensuite, c'est clair qu'avoir joué, c'est fun et quand ça veut et que ça enchaîne, c'est du level all-star d'un point de vue technico-tactique, aucun problème. Maintenant, c'est quoi ces pourcentages horribles là au tir? C'est bien de croquer dans tous les coins, mais est-ce que la Melo Ball peut montrer que son talent peut servir à autre chose que faire des highlights et à faire gagner son équipe? Je te dis pas qu'il doit faire gagner 58 matchs à ces Charlotte Hornets là, mais j'estime qu'il y a 30, 35, voire plus si affinité de matchs à gagner pour ces Hornets là dans l'Est, avec un pivot à la Moussa Diabaté qui va se battre comme un fauve sur tous les rebonds, 3 mecs externes, Brandon Miller, Con Knuppel et Miles Bridges, ou je sais pas trop comment tu t'organises et tout. Il y a un poil de banc sur les extérieurs et tout. La Melo Ball doit faire progresser cette équipe. Moi, ça me rend ouf de voir que, je suis désolé, je pense qu'il y a plein de mecs que tu mets au poste 1 avec ces Hornets là qui obtiennent des résultats collectifs meilleurs. Ça va peut-être briller un peu moins. Oui. Par contre, collectivement, ça va juste être meilleur. Oui. Quel genre de joueur c'est la Melo Ball? Est-ce que c'est un mec des Harlem Globetrotters qui s'est perdu en NBA, ou est-ce que c'est un vrai patron d'équipe? On s'est posé la question de la mort de toute façon dans la preview. Est-ce que tu peux construire, je sais plus ce que c'était, franchise player, la Melo Ball? Moi, je trouve que c'est une immense pression sur la Melo Ball parce que il a un gros contrat et tout. On va faire quoi quand les nouveaux dirigeants, parce que là, tu as vu, ça a bougé, côté Hornets, quand ils vont dire la Melo Ball, s'il y a des offres, on écoute, on regarde, parce que nous, en fait, Brandon Miller, ça pourrait être notre franchise. Et puis, en fait, on est content avec un couple. Voilà, on fait. Non. Il a la pression cette année, ça fait 3 saisons qu'il n'est pas au rendez-vous, pas assez au rendez-vous, et je pense que c'est trop facile pour moi de dire bah oui, mais les Hornets ceci, là. Oui, les Hornets ils pourraient être meilleurs si la Melo Ball il jouait 75 matchs en étant sérieux. J'entends. Voilà. Et je suis d'accord sur la plupart des points. C'est vrai que moi les attentes elles sont tellement basses. Moi les attentes sont hyper hautes. Tu peux pas être aussi fort et avoir aussi peu de résultats, quoi. Ouais, bien sûr, sur sa présence indéniable. Mais après c'est sur les Hornets au global. Je me dis, si les Hornets ils font 33 victoires et qu'il a fait une belle saison, ça sera de la merde. Il aura fait une pas assez belle saison alors dans ce cas-là. Mais tu vois, je sais pas si ça va changer grand chose à leur histoire à eux ou sa carrière. Genre on va dire voilà, la Melo il peut faire une saison complète. Maintenant on va trouver un meilleur effectif autour de lui. Je trouve qu'il a encore pas mal d'excuses. Ouais, il a encore pas mal d'excuses potentielles, sauf que à force, Brandon Miller s'il est bon, Con Knuppel est bon, et puis la raquette elle est pas ouf, mais t'as des mecs qui se battent et tout. À un moment donné, on sera bien obligé de regarder aussi. Ok, il en est où le soi-disant meilleur joueur de cette équipe? Il fait quoi? Il propose quoi? Bien sûr. Il était pas là dans les matchs importants. Ça se plaint de sa défense. Enfin, tu vois, genre. Je suis bien d'accord. Grosse pression, moi je trouve, sur la Melo Ball, malgré le fait qu'effectivement il a sécurisé un énorme contrat il y a encore pas mal d'années, mais tu sais, ça va vite en NBA, hein. Ça va très très vite, très vite, hein. Tu peux vite te retrouver avec t'as un gros contrat, oh là là, quelle merde ce contrat, à la Zach LaVine qu'on n'arrive pas à le trader. Je leur souhaite peut-être pas ça à nos amis les Hornets, mais on va avoir un numéro 1. Et on va avoir un numéro 1 et j'ai hâte d'avoir ta réaction. Parce qu'il y en a un là. Le joueur en lui-même n'a plus grand-chose à prouver. Toi, tu nous as mis Zion. Mais alors, je pense que lui, là, tous les jours, ça va pas être simple. Giannis Antetokounmpo. Ah ouais? Ah oui. Ok. Ah oui. Ok, vas-y, explique. Mais le joueur, il n'y a pas de doute. Giannis, on sait très bien ce qui va se passer. On va encore prendre pour acquis, là, les
30 points, 12 rebonds, s'il passe, un compte d'interception. Et même plus si affinité, parce que vu l'effectif qu'il a autour de lui, hein, toi et moi, on s'est quand même bien marré. Il n'est pas si mauvais, hein, l'effectif. Vu on les a mis top 6 tous les deux, non? Vu l'effectif qu'il a, oui. Non, si, tout à fait. Ouais. Mais rien que déjà, ça veut dire qu'on continue à chuter. Hein, les Bucks, oui. Bah, les top 6, l'année prochaine, tu vas dire, on les a mis top 8, non, les Bucks. Hein. Déjà, une chose, l'effectif, certes, il n'est pas dégueulasse, mais toi et moi, on a vu le backcourt, on a fait... Ah bah oui, non, c'est sûr. Attention, il va falloir compter très fort sur Kyle Kuzma et Portis. Cette phrase, elle fait très mal au cul. Giannis, pourquoi je parle de pression? Parce que déjà, il y a aucun joueur dont on parle le plus là dans un éventuel transfert et demande de transfert. Oui. Donc, lui sur le terrain, on sait ce qu'il va donner. Ah bah voilà, c'est ça, ouais. C'est plus la pression sur le management, non? On sait comment. Mais non, parce que le management, ils ont pas de pression, les mecs. Ils ont pas de compte à rebours contractuel. Enfin, si Giannis il dit j'en ai ras le cul, je vais me barrer, on la connaît l'histoire. Hein. Oui, mais ça viendra de Giannis en premier. Oui, mais du coup, la pression elle est sur le management. Mais alors, non, elle ne viendra sur le management que si Giannis, qui a déjà la pression là, non-stop. Il n'y a pas 2 jours sans qu'on a un truc sur. Tu as vu, les Knicks, ils étaient potentiellement. Attention à surveiller les Knicks. Si les résultats sont pas là, ils vont faire une offre avec Anthony Towns et OG Anunoby pour le Jalen Brunson Giannis à New York, on l'attend. Hein. Donc déjà ça. Donc Giannis, le management. Ok, ils ont un petit peu la pression en effet, mais le management, il n'a pas la pression tant que Giannis n'a pas pris la décision de demander un transfert. C'est une pression énorme sur, excusez-moi du peu, derrière Stephen Curry, le joueur qui est là depuis le plus longtemps dans sa franchise, en termes de star. Steph Curry est là depuis toujours à Golden State. Derrière, c'est Giannis avec les Bucks. Ça fait 12 piges qu'il est chez eux. C'est clair. 12 piges. Donc Giannis, qui est dans son plein prime, qui est énorme, qui peut te faire basculer la NBA du jour au lendemain en étant transféré dans une franchise. C'est un joueur qui, il débarque dans n'importe quelle équipe, il est top 5 joueur du monde. Ah bah c'est sûr, il est franchise player. Il est top 5 joueur du monde et c'est le meilleur joueur de ton équipe du jour au lendemain. Il y a combien d'équipes? Exactement, il y a très peu d'équipes NBA où ça serait pas le cas. Exactement. Ouais, les Nuggets, peut-être. Ouais, et il y en a tellement peu. Mais donc, Giannis, déjà de base, il faut savoir toute la saison quel est le type de décision qu'il va prendre. C'est quoi là? Giannis, il va devoir s'enculer des soirées complètement nulles où en fait il y a défaite alors qu'il a mis 55 points et derrière il y a des micros qui vont arriver comme ça, Alex. Excusez-moi Giannis, du coup ça se passe comment là? Parce que les Bucks ils sont en 8-18. Félicitations pour le 32-13-3. Voilà. Mais c'est vrai que c'est con d'avoir perdu. Voilà, alors on a vu c'est un peu difficile puisque maintenant vous êtes à la bataille au play-in. Comment ça se fait que Kevin Porter Jr. il vous file pas la balle là dans le Money Time? Que Doc Rivers il a encore mis un coéquipier sous le bus en disant non mais c'est pas de ma faute, c'est la faute à Michel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Giannis qui derrière, et on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas de sa faute. Bon, en tout cas, de ce qu'on sait, ce n'est pas à lui qu'en revient cette responsabilité. Mais moi, je l'ai vu le barouf quand il a commencé à avoir Thanasis et Alex Antetokounmpo qui sont arrivés. Tu crois qu'il n'y a pas un peu de pression là sur lui, là, sur des mecs qui commencent à dire genre ça va la réunion de famille là, tranquille? Tu nous dis si on te dérange. Hein. Équipe à 44-38 avec le mec qui rassemble ses frères. Non, Giannis, évidemment que sur le parquet, on sait qu'il va devoir produire et il va produire. Mais quand bien même. Là, tu dis, bah attends, je comprends pas, parce que sur le parquet, quand même, on s'attend à quoi? Mais Giannis, il va se taper quel type de couverture défensive cette saison? Les scouting reports, là, tu es obligé de double-tripler sur ce mec. Le niveau auquel va devoir être Giannis chaque semaine est insane. Je ne connais pas un joueur, là, en NBA, sur qui autant de choses vont devoir être sur ses épaules. Vous pouvez discuter, si vous voulez, avec Luka, vous pouvez discuter avec d'autres garçons, mais c'est Giannis Antetokounmpo. Tout va être sur ses épaules. Tout. Offensivement, défensivement, dans le leadership, pas péter un plomb, jongler avec Doc Rivers, Kevin Porter quand on a parlé, des gars qui performent ou sous-performent. La première losing streak, tu crois qu'ils vont faire quoi les journalistes? Ils vont demander à Doc Rivers son avis ou à Giannis Antetokounmpo s'il a prévu de partir? Et puis quelle complémentarité avec Miles Turner? A priori sur le papier elle est bonne, hein, mais voilà, va falloir bosser. Qu'est-ce que ça va donner? Et là je te parle de saison régulière. Hein. Bon bah alors là si on arrive en play-off, on va encore faire quoi? On va encore devoir dire quelle énorme performance de Giannis. Si on n'arrive pas en play-off, laisse tomber. Si on n'arrive pas en play-off, laisse tomber. Mais c'est là où je pense qu'il y a plus de pression sur les dirigeants. Parce que si on n'arrive pas en play-off et qu'Giannis, comme d'hab, il est en 31-12-6, qui va dire quoi, Giannis? Tout le monde va dire, vous êtes vraiment des bouffons, là, les managements des Bucks. Vous n'êtes pas foutus d'entourer l'un des meilleurs joueurs de tous les temps correctement. Ça va être ça, la critique numéro 1. Si Giannis performe pas, ces phrases-là, elles n'existent quasiment pas, là, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais tu oublies pour moi une phrase supplémentaire, c'est que ça va être tout à fait la première critique, et la suivante, ça va être
Yanis, il faut te barrer. Faut te barrer. Faut te barrer. Vas-y. Faut te barrer, faut te barrer. Ouais. On ne va que lui dire barre-toi, Oui, barre-toi, ça casse-toi, va mettre de barre-toi, la pression, casse-toi. je suis d'accord. Il n'y a aucun joueur sur qui on va autant dire casse-toi, barre-toi, casse-toi, barre-toi, casse-toi, barre-toi. Va-t'en, bouge, c'est parti. Il n'y aura pas une semaine sans que ESPN, les journaux grecs, les journaux français, les journaux brésiliens, les journaux néo-zélandais, ils vont faire des articles. Vous avez vu la réaction de Yanis là? Quand il est de Madison Square Garden et qu'ils ont fait une ovation là? Non. Il y a une pression énorme sur ce mec. Ce qui est juste fascinant, je trouve, c'est qu'il est tellement fort et régulier qu'il fait passer ça pour une semaine de taf, quoi. Ah non, ça c'est clair. Mais c'est la saison où il y a le plus de pression, non pas dans les résultats collectifs, mais dans les décisions à terme d'un des plus grands joueurs de tous les temps, disons les termes. Yanis, Alex, s'il demande son transfert en février, on fait comment? Bah, on se barre. On fait des vidéos. Et les réactions là à Milwaukee et machin et tout, ça va être... Ah, Milwaukee, déjà, on a fait une vidéo cet été d'actu avec Simon au moment où ils ont coupé Lillard pour prendre Miles Turner. Milwaukee prend des choix très tranchés. Donc on va voir. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai quand même l'impression, mais c'est intéressant du coup. Je veux bien savoir ce que les gens ils en pensent. Dites-nous, mais parce que moi je l'ai même pas dans mes 10, hein, Yanis. Oui, bah, donc non, mais du coup c'est intéressant. Moi je t'ai pas mis Embiid parce que je savais que t'allais en parler, tu vois. C'est pour varier un peu les oui, bien sûr. Mais Yanis veut dire, je savais pas que t'allais en parler. Ah je pensais pas. Parce que je pense qu'on le prend pour acquis en fait. On le prend pour acquis certainement, mais pour moi la pression elle est. Oui, le joueur il va devoir prendre une décision, mais finalement. Yanis s'il se blesse, c'est quoi le bilan des Bucks, Alex? Mais d'accord, mais si justement s'il se blesse, en quoi ça lui met la pression? Il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent. Oui, d'accord, effectivement. Soit t'es là et tu dois te battre dans une conférence Est qui va essayer de t'arracher. Il a une grosse charge mentale. Il a la pression. Le mec essaie de contourner. Non, il a une pression énorme. Soit il est blessé et les Bucks deviennent une équipe à 22 victoires. Faut dire les termes, hein, c'est Kyle Kuzma le franchise player. Ça fait mal. Soit il est présent et il va devoir se débatailler avec des mecs qui vont dire enfermez-moi Thor là, parce qu'il va falloir faire des doubles triple teams. Et donc il va falloir qu'il performe à un niveau mais monumental, tout ça pour potentiellement aller top 6 de l'Est. Wow, l'enfer. Qui tu as mis en 1? Zion. Ouais. C'est le joueur qui a le plus de pression de toute la NBA cette saison. A démarré la saison, ouais. Ah, c'est marrant. Ils ont tradé Brandon Ingram en cours de saison dernière. Ils n'ont pas ramené des éléments significatifs. D'ailleurs, la plupart, ils sont déjà retradés et tout. Après, ils ont fait un trade cet été de Jordan Poole. Bon, Dejounte Murray est blessé, machin et tout. Rappelle-toi, quand on fait les previews, quand on discute avec des gens, il y a une discussion qui est de dire est-ce que les Pélicans, quand même, ils feraient pas mieux de reboot autour de Trey Murphy, Herb Jones et Yves Missy et Jordan Hawkins? Il n'y a pas Zion dans la discussion. C'est-à-dire que les gens sont là à dire non. C'est pas. C'est lui, par rapport à d'autres stars / superstars, il n'y a pas trop la protection de genre, il n'est pas entouré comme il faut et tout. Il y a, de manière concrète, des vrais joueurs autour de Zion Williamson. Trey Murphy a montré que genre si ça rigole un peu il peut être All-Star ou pas loin. Herb Jones c'est un putain de défenseur. Yves Missy, rookie l'année dernière, il a montré des bonnes choses au pivot. Bon là on verra ce qui se passera avec du Derrick Queen ou du comment c'est le meneur Jeremiah Fears. Jeremiah Fears. Jordan Hawkins c'est un vrai shooter. Bon Dejounte Murray est blessé mais là t'as pris Jordan Poole et tout, donc il y a des gens qui critiquent le coaching de Willie Green. Ok, très bien, pourquoi pas. Toujours est-il que... C'est quoi l'idée, là, Zion? Son contrat est même pas... J'étais en train de regarder, là, il est même pas complètement garanti. Il y a des trucs, tu vois, par exemple, là, ils ont garanti toute son année de contrat pour la saison 25-26. Si tu lis bien les clauses de son contrat, c'est une fleur que lui font les Pélicans, parce qu'ils auraient pu ne pas tout lui garantir. Puisque pour tout lui garantir, si je lis bien, fallait jouer... au moins 41 matchs plus 51... Enfin bref, en gros, il a joué que 30 matchs, donc il remplissait pas le critère de nombre de matchs joués. Les mecs lui font des checkpoints de pesée pour savoir où il en est de son suivi de régime diététique. Il se comporte pas vocalement et en termes d'exemple, on peut pas dire qu'on soit sur le plus grand leader de tous les temps. Hein. Je suis dans l'euphémisme, évidemment. Alors quand il est sur le terrain, balle en main, oui, il est très très fort, personne ne va dire le contraire. Le problème c'est blessure trop régulière, mentalité qui peut laisser parfois à désirer, comportement extrasportif pas ouf. C'est quoi Zion Williamson? C'est une option 3? C'est une option 3 parce qu'il n'est pas foutu d'être leader? C'est quoi? C'est j'ai l'impression que les attentes, Anthony Bennett un peu plus talentueux? Non mais...
Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un buzz. Est-ce que c'est un buzz, Zion Williamson? Non, attends. Ce sera pas un bust, il a été All-Star, c'est pas un bust. Ouais, enfin, à l'échelle, ok, allez, c'est pas un bust. Bust, c'est le mot trop fort, mais à l'échelle de ce qu'on attend d'un mec comme ça, à la base, et ce qu'il a produit pour l'instant, et ce qu'il montre, pour l'instant, c'est très décevant. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens, les attentes, elles sont quand même assez basses. Genre, toi et moi, les Pélicans, on les fout même pas au play-in. Les attentes des Pélicans, mais justement... S'il fait 70 matchs et qu'ils ont 34 victoires, on va être là genre bon... Oui, mais c'est un peu comme la mélo. Les attentes des Pélicans, elles sont basses, bah c'est de la faute de Zion. C'est parce que lui, personne n'y croit vraiment bien, en fait. Ouais. Genre, du coup... J'ai l'impression qu'il a zéro presse, le mec. Pour moi, il a une pression de ouf. En fait, j'aime bien la mention, mais j'ai l'impression que tu vois... Il peut se faire trader en mi-saison. En fait, je vois, mais c'est marrant que tu l'aies mis, lui, avec la mélo dans les 2 premières places, parce que tu as vu, moi, ma réaction, c'est bon, bah les Hornets, c'est les Pélicans, bon. Mais. En fait, bon, les conséquences, elles sont pas énormes. Alors que quand, par exemple, tu me parles de Embiid ou de De'Aaron Fox, là, je suis d'accord parce que je me dis, c'est des mecs quand même, attention. Là, s'ils sont pas sur le parquet ou qu'ils délivrent pas, c'est un problème. Si Zion ou la mélo délivrent pas, on va dire, bon, bah, on a remis une pièce dans la machine. Mais oui. Les mecs, ce sont en fait juste des zouaves. Parce qu'on en a plus rien. Mais exactement. Mais donc, du coup. Sauf si effectivement ils en ont franchement rien à faire, tant mieux pour eux, ils gagnent de l'argent avec un métier dont ils ont rien à faire, tant mieux pour eux, mais concrètement, ce sont des joueurs qui pour l'instant se sont montrés incapables d'affronter la pression, et en fait ils se rendent même pas compte, mais elle monte, parce que des joueurs aussi forts dans des collectifs aussi médiocres, qui ont des résultats aussi médiocres, c'est de leur faute. C'est de leur faute, peut-être pas que de leur faute, mais ils ont une grande part de responsabilité là-dedans. Cet effectif des Pélicans, si Zion est performant, si Zion est performant, 11e à l'ouest. Non, moi je pense que ça peut faire beaucoup plus haut si Zion est vraiment performant. Ouais. L'une des raisons principales pour laquelle je les mets bas dans les previews, c'est parce que j'ai pas confiance en Zion. J'ai pas confiance. En fait, il est numéro 1 du classement des joueurs en lesquels on a peu confiance. Ça peut être un bon top 10 à faire aussi, ça. Bah parce que là, ton podium, c'est plutôt ça, hein. Embiid, Lamelo et Zion. Non, moi je pense qu'ils ont vraiment la pression. Zion, il peut y avoir de la pression contractuelle, tout n'est pas garanti. À tout moment, il peut se faire ça peut partir. Zion, je vous le dis, hein, ça peut partir vite en vrille. Ça peut très très vite être. Les Pélicans l'ont tradé, les Blazers ils l'ont pris, ils ont fourgué Jeremy Grant en échange, et en fait le mec il est remplaçant de Toumani Camara. J'ai schématisé. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça peut, on en a vu d'autres, des joueurs très très forts comme ça, dont la carrière part en vrille très très vite. Ah, bien sûr. Et je pense que Zion, il y a une immense pression sur lui, et indirectement aussi sur les Pélicans, parce que quand on a sorti la preview, j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. On dit ouais l'effectif et tout machin, mais je leur ai dit, moi je dis putain, on disait la même chose l'année dernière, regardez ce qui s'est passé encore. Non, mais... Pression de ouf. Moi je pense sur Zion, un talent pareil, avec un physique pareil qui va être gâché comme ça. Oh, c'est une tristesse. Waouh. Eh bien, dites-nous, vous, qui sont les joueurs qui ont le plus la pression cette saison? Est-ce qu'il y en a dans le classement d'Alex ou de Bibi avec lesquels vous êtes d'accord? Justement, on va montrer le gros tableau. Léonce! Le voici, le top 10 donc, avec les 10 joueurs les plus attendus sur cette saison NBA 2025-26. Il y en a évidemment plein qu'on attend. Il y avait des mentions honorables dans tous les sens. Là, moi, je m'étais noté, je ne sais pas si tu en avais un petit peu sur ton cahier. Oh là là, attention, Bam Adebayo. Attention, monsieur Victor Wembanyama. Paul George, on l'a pas mis dans nos 10. Moi, je m'attendais à ce que tu nous mettes un petit Paul George, c'est pour ça. Non. Mais on parle d'Embiid, franchement, on peut parler de Polo. Je n'ai plus d'attente. On peut parler de Polo ou pas? On peut parler de Polo, on peut parler de Wemby, évidemment, qui a de la pression sur ses épaules aussi, Victor. Ouais, je pense que... Plein de garçons, évidemment, qui vont être très attendus. Ouais, moi j'ai mis Harden, mais on pouvait mettre Kawhi. Oui, effectivement. Je pense qu'il y en a qui vont mettre Kawhi. Karl Anthony Towns aussi. Mais il a été tellement bon la saison dernière que. Je suis d'accord. Moi, c'est pour ça qu'il rentre pas dans mes 10. Mais je pense qu'il peut avoir de la pression parce que toi, tu as déjà mis la pression sur le côté défensif. Si les Knicks, en fonction de l'état physique de Mitchell Robinson, en fonction s'il n'est pas trop dispo, Mitchell Robinson, il va se faire exposer un peu, Karl Anthony Towns. Donc, attention. La pression peut vite monter. On est à New York quand même. Hein. Eh oui, et à New York, on attend potentiellement une finale NBA ou peut-être un titre. L'équipe qui a le plus la pression pour toi, c'est qui là? Vas-y, juste pour conclure. Là. L'équipe qui a le plus la pression? Une seule. C'est les Knicks. Ouais, à égalité avec les Cavs. Clippers? Non. Clippers au global, il y a une petite pression quand même. Moi, c'est les Cavs parce qu'on l'a dit dans la. Oui, c'est sûr, mais dans les Cavs, on a dit. Je pense que les Cavs ont plus la pression que les Knicks? Bah, s'ils font pas une finale NBA, les mecs ils se font péter. Hein. L'effectif, ça dégage. Hein. Et alors les Knicks ils se font taper par les Cavs ou allez quoi, Orlando, les Sixers, voilà mec, je peux pas être dans la rue. Hein. Par un gros Embiid là. Par un gros Embiid là. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça
Semaine prochaine, on se retrouve avec un top 10 all time. All time. Ça va être dément, on a un très très gros sujet. Jusque-là, on va vous souhaiter une excellente semaine. Je rappelle que vous pouvez retrouver évidemment la paire de Monsieur Alexandre Sarr sur le site de Decathlon, juste ici, la Canaveral 900 Mid. Alex et Bibi, on vous fait des très très gros bisous et on se retrouve donc lundi prochain dans un Top 10 All Time. Des bisous à toutes et à tous. Ciao. Très bonne semaine. Ciao. Ciao.